Hola hola et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast où nous allons voir comment réussir tout ce que l'on entreprend. Une chose importante que vous devez savoir si jamais vous voulez vraiment réussir tout ce que vous entreprenez, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi. En fait, beaucoup de personnes, et c'est peut-être votre cas, vous pensez que le fait de réussir veut dire ne jamais échouer. Alors qu'en réalité, c'est souvent le contraire. Les gens qui ont réussi ont souvent beaucoup échoué juste avant. Chaque entrepreneur ou artiste que vous connaissez a sûrement déjà échoué, et ce parfois plusieurs fois. Le problème, encore une fois aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, d'Instagram, de YouTube, etc., c'est que on ne voit pas forcément l'autre côté du iceberg. On voit tout le positif, c'est-à-dire le succès, l'argent, la célébrité et tout ce qui s'ensuit. Mais on ne voit pas ce qu'il y a eu avant, parce que ce n'est pas vendeur. C'est-à-dire que forcément, on est beaucoup plus admiratif de voir quelqu'un qui a réussi, qui a gagné de l'argent et qui a atteint les objectifs que l'on se fixe. Mais c'est pas parce que vous ne voyez pas les échecs qu'il n'y en a pas. C'est pas parce que vous ne voyez pas l'autre côté du iceberg que les gens qui réussissent ont toujours réussi. Je vais vous donner un exemple tout simple, celui de Thomas Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule électrique. Est-ce que vous savez combien de fois il a échoué ? En réalité, il a réalisé plus de 100 000 tentatives avant de pouvoir arriver au résultat de l'ampoule électrique. Et lorsqu'on lui a demandé comment est-ce qu'il a fait pour survivre, entre guillemets, à tous les échecs qu'il a eus, il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 100 000 manières qui ne fonctionnaient pas ». Et c'est justement ce mindset-là qu'il faut avoir et que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la réussite ? La réussite, c'est assez subjectif en fonction des personnes. Il y en a, ça va être de gagner beaucoup d'argent. Il y en a, ça va être de fonder une famille. Il y en a, ça va être par exemple de tout simplement ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire fixe. Mais quoi qu'il arrive, peu importe quelle soit votre définition de réussite, il faut savoir que ce n'est jamais une ligne droite, que c'est jamais tout lisse, que c'est pas un chemin qui est forcément très facile, qu'il peut y avoir des obstacles, voire des moments où l'on stagne, où on n'avance plus. Et c'est justement pour ces moments-là qu'on va voir comment est-ce qu'aujourd'hui, peu importe l'objectif que vous avez, peu importe la définition de réussite que vous avez, on va voir comment poser des bases solides pour réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Le premier conseil, ça va être de se fixer des objectifs clairs. D'après la Dominican University, les personnes qui écrivent clairement leurs objectifs ont 42% de plus de chances de les atteindre. Pourquoi est-ce que du coup c'est si important de les écrire ? Parce que écrire, ça va clarifier les intentions et activer un processus psychologique qu'on appelle l'encodage externe, ce qui va rendre tes objectifs beaucoup plus concrets pour le cerveau. C'est le fait de vraiment ancrer dans la réalité visuelle ce que l'on dit. Donc, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, ça peut rester une pensée, ça peut rester un rêve, ça peut rester quelque chose qui n'est pas acté. Mais le fait de l'écrire, ça fait que votre pensée, votre objectif devient beaucoup plus réel. Et ça, c'est vraiment un conseil qu'on donne souvent pour les entrepreneurs, ça va être vraiment de affirmer ce qu'ils veulent faire et quels sont leurs objectifs. Et je pense que vous avez dû voir qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont pas hésiter à affirmer leurs objectifs de l'année. Je veux faire 1 million de CA, je veux faire 50K par mois, je veux avoir 100 000 abonnés, etc. Et le fait d'affirmer ces objectifs à d'autres personnes qui ne sont pas nous-mêmes, c'est-à-dire de les affirmer en public à notre communauté, à nos abonnés, voire même à nos proches et à nos familles, ça nous engage d'une certaine manière parce qu'on n'a pas envie de se ridiculiser. Quand on dit aux gens, j'ai envie de faire, d'avoir 10 000 abonnés sur telle plateforme, les gens nous écoutent et il y a un peu ce côté où l'ego vient dans l'équation et nous dit « Ok cocotte, là on vient de dire à tout le monde qu'on veut atteindre tel objectif, on vient de l'affirmer, donc ça l'ancre dans la réalité et comme n'importe quelle personne, on n'a pas envie de se ridiculiser et de parler pour rien. Donc on va être plus à même à faire les actions pertinentes. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que on ne dit pas les objectifs de n'importe quelle manière. Si vous dites « je veux être riche », ça veut tout et rien dire. Riche de quoi déjà ? Est-ce que c'est l'argent que vous parlez ? Est-ce que c'est avoir une famille ? Est-ce que c'est être en bonne santé ? Ça veut vraiment tout et rien dire. Il faut vraiment être le plus précis. Donc, au lieu de dire « je veux être riche », ça peut être « je veux gagner 5 000 euros par mois ». Je veux me marier, avoir une famille et que tout le monde soit en bonne santé. Il faut vraiment être précis par rapport à vos objectifs. Parce que la richesse, encore une fois, comme la réussite, c'est propre à chacun. C'est dans ce sens-là que la méthode SMART est vraiment pertinente. La méthode SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Lorsqu'on passe son objectif à travers la passoire de la méthode SMART, on va se rendre compte si, premièrement, il est réalisable, s'il est précis et s'il est mesurable. Parce que, encore une fois, vous dites « je veux être riche, je veux gagner beaucoup d'argent », c'est un objectif qui va pas vous permettre de savoir à la fin de l'année si vous l'avez atteint. Parce qu'au final, on peut être riche juste en gagnant 3 000 euros, on peut être riche en gagnant 10 000 euros, on peut être riche en gagnant 100 000 euros, mais il faut que vous déterminiez quel est votre objectif en fonction de là où vous en êtes aussi. Parce que quelqu'un qui gagne 10 000 euros, son objectif, c'est peut-être de gagner 50 000 euros. Mais quelqu'un qui gagne un SMIC, son objectif, ça va être peut-être tout simplement de commencer à gagner 5 000 euros. Donc c'est important de vraiment spécifier vos objectifs pour pouvoir du coup aussi les mesurer et ensuite faire le bilan peut-être en 2026 et vous dire « Ok, je me suis donné comme objectif l'année dernière d'atteindre 10 000 euros.
je regarde clairement les chiffres, je les ai atteints, je les ai pas atteints. Ça va être plus simple du coup de savoir si vous allez dans le bon chemin. Par contre, si vous ne spécifiez pas et que vous ne quantifiez pas cet objectif-là, vous allez avoir plus de mal pour prendre du recul parce qu'au final, au milieu de l'année, vous allez peut-être vous dire « Ok, j'en suis par rapport à mon objectif d'être riche. » Mais au final, on ne sait même pas quelle est cette définition de richesse. Donc, on ne sait même pas si on va dans le droit chemin. Une autre étape importante pour atteindre tous ces objectifs, ça va être le mindset. Carol Dweck est une psychologue renommée qui a introduit le concept de Grow Mindset, qui est entre guillemets un état d'esprit de croissance, et de Fix Mindset, qui est un état d'esprit fixe. Et ça, c'est un concept qui est méga important et qui détermine pourquoi il y a des gens qui réussissent et qui surmontent un échec et d'autres qui s'arrêtent à l'échec tout simplement. En fait, le Grow Mindset, ce sont des personnes qui sont persuadées que quoi qu'il arrive, elles peuvent évoluer et s'améliorer, peu importe le domaine. Elles ont vraiment du coup un état d'esprit de croissance où elles pensent que leurs compétences peuvent évoluer si elles s'en donnent les moyens, grâce à l'effort et à l'apprentissage. Contrairement à un fixed mindset, un état d'esprit figé, qui lui va penser que c'est foutu. Je me suis fixé 10K, je gagne 2K, c'est fini, j'arriverai jamais. Et c'est là où vous voyez la différence d'état d'esprit. Et c'est là où c'est important de comprendre déjà quel est notre état d'esprit. Est-ce qu'on a un grow mindset, un fixed mindset? Il faut aussi que vous sachiez que c'est pas parce que vous avez un état d'esprit qui est fixe que vous pouvez pas avoir un état d'esprit de croissance. Mais en tout cas, une personne qui a un état d'esprit de croissance va toujours chercher à faire mieux, va toujours chercher une solution au problème qu'elle a. Alors quelqu'un qui a un état d'esprit fixe va toujours penser que c'est fini et que c'est un peu écrit et que tant pis, j'arriverai jamais à atteindre mes objectifs. Donc par exemple, quand vous échouez, au lieu de dire je ne suis pas faite pour ça, ça marchera jamais pour moi, vous allez dire qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ou qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience. En fait, vous allez essayer de tirer quelque chose de l'échec, de tirer quelque chose de cette leçon que vous avez eue. C'est pas se dire ok c'est m'est arrivé, tant pis, c'est les étoiles, c'est la lune qui était pas alignée, je ne sais quoi. Non, c'est vraiment se dire ok, j'ai échoué, c'est un fait, c'est pas grave, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu changer? Est-ce qu'il y a peut-être des connaissances, des livres, des coachs, des vidéos YouTube, j'en sais rien, qui peuvent m'aider à y voir un peu plus clair et à comprendre pourquoi je n'ai pas réussi? Et une chose qui peut être vraiment pratique à utiliser, c'est de faire des affirmations pour essayer de changer votre manière de penser. En disant, je suis capable de résoudre les problèmes que j'ai, je m'améliore, je fais de mon mieux chaque jour. Ensuite, un autre point important pour réussir tout ce que j'entreprends, ça va être l'organisation. D'après une étude de Forbes, 80% des entrepreneurs échouent dans leur première année. Et c'est souvent à cause d'un problème d'organisation, de planification. Et ça, j'ai même envie de faire un lien avec la vision. On parle beaucoup de vision, c'est quelque chose qui est beaucoup lié au développement de personnes, mais que les entrepreneurs évoquent aussi. Et c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je prônais, entre guillemets, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais naturellement et que c'est pour ça que je comprenais pas. Quand je me suis lancée sur Instagram en 2022, j'ai tout de suite eu la vision claire. Moi, je voulais pas vendre mon temps, je voulais pas faire des coachings, je voulais pas avoir des journées de 8h à 20h. Je voulais avoir une liberté géographique, une liberté temporelle qui me permettrait quand même de toucher de l'argent. Du coup, à partir de là, je me suis demandé comment est-ce que je peux gagner de l'argent sans vendre mon temps, sans avoir des coachings. Et la solution qui m'est venue à l'esprit, ce sont les produits digitaux, c'est-à-dire créer des formations, créer des e-books, etc. Et je me suis tout de suite mis à faire cela. Pendant 6 mois, j'ai quasiment pas gagné d'argent. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à sortir mon premier produit qui m'a rapporté de l'argent, et ainsi de suite, etc. Et en fait, beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple dans mes collègues, regrettent de ne pas avoir de produits digitaux parce qu'ils se sentent un peu enfermés. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas avoir 50 coachings par jour. Donc au bout d'un moment, vous êtes mathématiquement limité à un CA. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez la vision, vous serez conscient de tout cela. Parce que vous saurez que, ok, si je vais dans ce chemin-là, j'aurai ça. Si je vais dans l'autre chemin, j'aurai ceci. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision pour éviter de changer en cours de route et pour tout de suite faire les actions qui sont bonnes. Parce que souvent, quand on n'a pas de vision, on fait des actions au final qui ne servent pas à ce que l'on souhaite comme objectif. Alors c'est peut-être possible que vous n'ayez pas encore d'objectif précis. Dans ce cas-là, je vous invite d'abord, avant de passer à l'action, de savoir où vous voulez aller. Mais ne faites pas le contraire. Ne faites pas des choses et ensuite travaillez votre vision. Travaillez votre vision et ensuite planifiez ce que vous devez faire pour atteindre cette vision-là. Et si on va un peu plus loin au niveau de l'organisation, lorsque vous avez un projet, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est important de vraiment lister toutes les tâches que vous devez faire. Vous venez de vous lancer sur Instagram. C'est quoi le plus important? Est-ce que c'est important de payer un logo à 500 €? À ce stade-là, sauf si vous avez un budget plutôt illimité, entre guillemets, mais à ce stade-là, ce qui est peut-être plus important, c'est de commencer à se faire connaître. Donc, est-ce que dépenser 500 € dans un logo, c'est utile? Non. Je dis pas que c'est inutile parce que moi-même, j'ai dépensé dans un logo, mais je l'ai pas fait à mes débuts. Parce que niveau temps, niveau rentabilité,
ça va rien m'apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de lister toutes les tâches et ensuite de les trier par ordre d'importance et de vraiment comprendre la loi de Pareto. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la loi de Pareto, c'est le fait que 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos efforts. Et du coup, si vous savez les 20% qui vous rapportent de l'argent, de la visibilité ou peu importe votre objectif, du coup, vous allez vous focaliser sur ces 20% et pas sur les 3-4% qui sont pas forcément utiles ou qui vous apportent pas énormément de résultats. C'est encore l'exemple que je viens de vous dire. Donc, à ce stade-là, les 20% de réussite, si on vient de commencer sur Instagram, ça serait peut-être de commencer à publier tout simplement du contenu. Ça, c'est 20% de votre travail, mais ça peut vous apporter 80% de résultats. Alors que le logo, ça va être peut-être plus long, mais ça va vous rapporter 1%. Donc, c'est pas utile. Donc, c'est vraiment important de se demander quelle est l'importance des choses à faire et dans quel ordre je les fais pour éviter de faire des choses qui sont à cette heure-ci pas utiles pour votre business et vos objectifs. Maintenant que vous savez quelles sont les 3 étapes qui vont vous permettre à réussir tout ce que vous entreprenez, je vais vous donner quelques tips en plus qui expliquent pourquoi certains réussissent et d'autres ne réussissent pas. La première chose, c'est que les gens qui réussissent passent à l'action rapidement et quasiment immédiatement. En fait, ils passent à l'action même quand c'est pas prêt. Ils vont pas attendre que leur site internet soit parfait, ils vont pas attendre d'avoir le logo, le branding, etc. Ils vont commencer à faire ce qu'ils peuvent faire. Si vous êtes sur Instagram, c'est peut-être important d'avoir un site internet, mais vous n'allez pas attendre que le webmaster mette 3 mois à faire le site internet pour commencer à publier. Commencez déjà à faire les actions que vous pouvez faire. Donc, même si c'est pas parfait, on commence à publier, à créer une communauté. Enfin, il faut aussi que vous compreniez ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est le fait de faire une petite tâche chaque jour qui, au final, même si elle n'a pas d'importance le jour même, à la fin du mois, ça va nous donner un résultat qui est assez exponentiel. Si vous souhaitez perdre du poids, vous allez aller à la salle peut-être 3-4 fois par semaine, commencer à manger mieux, à bouger plus, etc. Chaque jour, cette action-là ne va pas vous apporter des résultats de malade. C'est pas parce que vous commencez à bouger un peu plus chaque jour et à manger un peu plus équilibré que le soir même, vous avez perdu 5 kilos. Non. Mais par contre, si au bout d'un mois, vous allez continuer à faire ces actions-là, vous allez vous rendre compte que là, vous avez perdu du poids. Et c'est là toute l'importance de l'effet cumulé. C'est pas parce que vous voyez pas les résultats le soir même ou une seconde après avoir fait cette action que cette action n'aura pas de résultats et de conséquences sur le futur. Donc c'est important de rester ancré, de rester déterminé et aligné à ça. Il faut que vous ayez confiance que ces actions-là vous apporteront un résultat. Et même si le résultat n'est pas immédiat, vous verrez que d'ici 1 mois, 2, 3, 4 mois ou 1 an, vous aurez des résultats grâce à cette petite action. Une autre chose que font les gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, c'est qu'ils sont persévérants. Walt Disney, tout le monde le connaît. C'est celui qui a créé du coup la grande entreprise qui est Disney, qui vaut des milliards aujourd'hui. Et est-ce que vous saviez que Walt Disney a été viré d'un journal parce qu'il manquait, entre guillemets, d'imagination et que son premier studio a fait faillite? Pourtant, aujourd'hui, tout le monde connaît Walt Disney. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que vous échouez ou que votre employeur, que votre proche, votre copain, votre ami, je ne sais quoi, votre parent vous disent que ce que vous faites est nul, que ça marchera jamais, que vous devez les croire. Ça, c'est leur propre croyance. C'est leur propre pensée qui transposent sur vous-même. Mais ça ne vous définit pas. Ce sont juste des pensées. Ils pensent ce qu'ils veulent, ok, mais ça ne vous définit pas. Si vous êtes persuadé que vous pouvez réussir, vous allez réussir. Enfin, ce qui est important quand même à savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'échec n'est pas forcément inévitable. Que l'échec, psychologiquement, nous fait passer par les mêmes phases du deuil par rapport à la mort. C'est ce qu'on appelle la courbe de deuil de l'échec, qui explique qu'avant d'accepter un échec, on passe par plusieurs phases. Le choc, la colère, l'acceptation et l'apprentissage. Et plus vite on accepte l'échec qu'on vient de subir, plus vite on peut passer à l'action et du coup passer à la phase suivante. Ce que je pourrais vous conseiller, ça serait par exemple, dès que vous avez un échec, de l'écrire sur un papier et de noter immédiatement qu'est-ce que vous pouvez tirer de cet échec. Est-ce que, par exemple, j'ai échoué à faire 10 cas par mois, ok, qu'est-ce que je peux en tirer? Est-ce que c'est un manque de régularité? Est-ce que c'est un problème de positionnement? Est-ce que j'ai peut-être pas assez parlé de mes offres? C'est d'essayer tout de suite d'être dans une action où vous êtes tout de suite dans le gros mindset, vous êtes tout de suite dans l'action, vous n'êtes pas dans la victimisation, à commencer à être mal, à pleurer et à haïr les astres, la lumière et votre communauté. C'est vraiment tout de suite se concentrer sur soi finalement et se demander, ok, j'ai eu un échec, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui vous vient? Ne vous limitez pas tant aux émotions que vous ressentez, écrivez tout ce que vous pensez et revenez à la limite plus tard pour voir si vous avez l'esprit un peu plus clair. Une autre chose que les gens qui réussissent toujours font, c'est qu'ils collaborent, qu'ils ne voient pas la concurrence comme de la concurrence, mais plutôt comme un moyen d'aller beaucoup plus loin. Pour ça, il y a un concept qui est assez intéressant, qui est le concept de Small World Phenomenon, qui explique qu'on est tous à 6 degrés de séparation d'une personne. Par exemple, tout bête, vous pensez à n'importe quelle star française, président, je n'en sais rien. Le concept indique que on est tous plus ou moins à maximum 6 personnes de connaître cette personne-là. Par exemple, si vous adorez Bad Bunny,
Du coup, en réalité, vous allez être toujours à 6 contacts de pouvoir rencontrer Bad Bunny. Parce que vous connaissez une amie qui, elle, connaît quelqu'un, qui vit aux US, qui, elle, connaît quelqu'un qui vit à Puerto Rico, qui, elle, est voisine avec X et qui, au final, oui, connaît Bad Bunny. Donc ça montre juste qu'on est tous d'une certaine manière connectés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour vous montrer l'importance de ne pas voir la concurrence comme une mauvaise chose, mais au contraire de la voir comme quelque chose qui peut nous aider à aller beaucoup plus loin. Donc ici, bien évidemment, ça peut être le fait d'avoir des contacts, c'est-à-dire que lorsque l'on parle avec des gens qui sont dans notre domaine, ils peuvent nous aider parce que eux aussi, ils sont passés par là et eux aussi peut-être peuvent nous recommander des personnes, des prestataires, etc. Et du coup, à partir de là, vous allez voir qu'au final, la concurrence est utile, parce que déjà, ça montre qu'il y a un marché, mais que, encore une fois, les gens, s'ils achètent chez vous et pas chez votre concurrent ou vice-versa, c'est parce que c'est vous. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 2, 3, 4, voire plus de concurrents que vous allez avoir moins de parts de marché. Il y a du pain pour tout le monde, entre guillemets. Mais essayez vraiment de vous dire que, surtout quand on est entrepreneur, qu'on est solo-entrepreneur et qu'on vient de commencer, on est souvent seul, on a du mal à trouver des gens à qui parler, on ne sait pas quoi dire, il y a peu de personnes qui nous comprennent, etc. Et le fait de pouvoir parler à des gens qui sont déjà passés par là ou qui passent par là, ça nous permet de nous soulager parce qu'on passe par les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes problématiques. Et enfin, l'une des dernières choses que les gens qui réussissent font, c'est qu'ils sont dans l'apprentissage continu. C'est ce qui était en lien avec ce que j'ai dit du growth mindset, qu'ils investissent toujours dans eux-mêmes, ils sont curieux, ils apprennent de leurs erreurs. Selon une étude de Deloitte, les personnes qui apprennent en continu ont 58% plus de performance dans leur travail. Et c'est un peu le principe japonais du Kaizen, qui veut dire amélioration continue, qui encourage le fait de progresser, de faire un petit pas chaque jour, même s'ils sont minimes, voire pas du tout visibles. C'est ce que je disais avec l'effet cumulé. En fait, le but, c'est de se dire, et surtout dans l'entrepreneuriat, et surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, de toujours avoir cette volonté de comprendre ce qui se passe. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, évoluent de plus en plus vite chaque jour. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des entrepreneurs, l'IA est de plus en plus présente. On estime que si vous ne commencez pas dès maintenant à comprendre l'IA, vous allez vite vous sentir dépassé par d'autres créateurs de contenu qui, eux, vont saisir les opportunités d'IA et qui vont aller beaucoup plus vite que vous. Et je prends l'exemple aussi tout bête de l'époque où Internet est né, où les réseaux sociaux sont nés. Beaucoup de marques ne voulaient pas aller sur Instagram. Et beaucoup de marques, encore aujourd'hui, par exemple, ne veulent pas aller sur TikTok parce qu'ils estiment que, par mépris ou par manque de connaissances, ils estiment que c'est pas utile pour eux, que eux, ils en ont pas besoin, que c'est juste du divertissement, que personne ne va acheter, ne va aller trouver et ne va acheter chez eux grâce à Instagram ou grâce à TikTok. Pourtant, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Il y a plein de marques de tout âge, de tout secteur qui arrivent à gagner en visibilité, qui arrivent à vendre sur TikTok et sur Instagram. Mais si on n'est pas ouvert, si on n'est pas curieux et si on n'a pas cette envie d'apprendre un peu plus sur le marché, sur les modes de consommation, bah forcément, on ne va pas aller vers ce chemin-là. Donc, c'est vraiment important et vraiment beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui que Internet va vite, l'IA, les réseaux sociaux vont très vite aussi et les modes de consommation changent très, très vite, de comprendre ce qui nous entoure pour ne pas être à la ramasse tout simplement et ne pas se retrouver dans 10 ans en se disant bah mince en fait j'aurais dû y aller avant, bah ouais mais tu t'es pas intéressé avant donc forcément tu te retrouves un peu à la ramasse. Il y a beaucoup d'entreprises à l'époque qui ont refusé Internet par exemple tout simplement, je parle même pas des réseaux sociaux qui ont refusé Internet parce qu'à l'époque c'était plutôt le téléphone ou le démarchage normal et il y en a d'autres qui se sont dit bah j'ai quoi à perdre de me mettre sur TikTok entre guillemets, j'ai quoi à perdre de faire un site internet et qui au final ont bien fait. Parce que vraiment c'est une chose aussi à vous dire, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre lorsque vous voyez quelque chose de nouveau et même si vous y croyez pas, là je parle par exemple par rapport à l'IA, à TikTok, etc. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Honnêtement, peut-être 5 minutes à republier votre post sur TikTok, c'est tout. Et vous pouvez gagner beaucoup de choses. Parce que, ok, on ne sait peut-être pas à 100% ce qui va arriver plus tard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que les réseaux sociaux disparaissent, même si Instagram peut disparaître, TikTok peut disparaître, je pense que ce mode de consommation-là va rester. Du coup, je terminerai cet épisode de podcast par une citation de Lola Berthomé qui dit « Il n'y a pas de grande réussite sans grands obstacles ». Voilà pour cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est belle. Bisous.